Madame, Monsieur, bonjour. Le défi de la vérité de François accueille aujourd'hui une personnalité politique, Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé 6e lors des dernières présidentielles. Vous êtes président du parti chrétien-démocrate depuis maintenant 2013. Vous avez écrit tout un programme intitulé « La voix du peuple ». Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de prendre acte du fait que la société française, le pouvoir politique, le pouvoir de décision dans la société française d'aujourd'hui est confisqué par un petit nombre de personnes. Ça prend la forme de ce qu'on appelle une oligarchie parfois, c'est-à-dire le gouvernement d'un tout petit nombre qui agit sans contrôle et sans rendre de compte à quiconque. Et nous sentons bien, beaucoup d'entre nous, ce sentiment d'étouffement, d'écrasement, de perte de sens, enfin tout ça est mêlé. Et donc la voix du peuple est une manière de dire au peuple français que si le redressement de la France est possible, et je crois qu'il est même nécessaire, mais possible, alors il faut commencer par redonner au peuple sa souveraineté, son pouvoir de décision, sa liberté. Vous êtes quasiment le seul candidat conservateur aujourd'hui. Oui, et ça durera, puisque je crois que sur ce créneau-là, la droite française a abandonné maintenant l'idée de trouver dans des valeurs anciennes, traditionnelles, alors adaptées au temps qu'il fait bien sûr, on aura l'occasion sans doute d'en parler, mais le fait d'être fidèle à sa tradition, à son héritage, à ceux que nous avons reçus des générations qui nous précèdent, c'est ça au fond le conservatisme, et prendre dans le passé ce qui fonctionne, garder ce qui doit être gardé, transformer ce qui doit l'être, c'est ça, et je pense que ça nécessite une forme d'énergie, de courage, de détermination sur des sujets qui sont parfois difficiles. Et malheureusement, la droite française a renoncé à cela. Donc je serai seul, oui, conservateur de cette élection. Est-ce qu'on peut parler véritablement de droite aujourd'hui ou d'opposition? C'est une question. Si la question est géométrique, il y en a forcément une, oui, puisqu'à la droite du président de l'Assemblée nationale, il y a des gens. Si on entend par droite, ce qui n'est pas une obsession pour moi, mon positionnement n'est pas géographique, il est philosophique, il est de principe, de valeur, de conviction. Mais ces convictions qui consistent à effectivement défendre quoi qu'il en coûte, encore une fois, notre patrimoine et notre héritage, c'est la première des choses que nous avons reçues des générations qui nous précèdent, dont la liberté, notre liberté fait partie, c'est bien un des problèmes d'aujourd'hui. Alors effectivement, cette droite-là, où il y a probablement plutôt disparu de l'échiquier politique. Alors la dernière fois, je le rappelais tout à l'heure, vous avez fait 1,5% des voix lors de la primaire au présidentiel. Vous comptez vous représenter pour faire de la figuration ou pas? Ah non, on ne se présente jamais à une élection pour faire de la figuration. On s'y présente parce qu'on a la conviction que le projet qu'on porte correspond aux besoins et aux attentes du pays. Et ce qui me frappe, c'est que nous sommes d'abord dans une circonstance très différente de celle d'il y a 4 ou 5 ans. Rien n'a changé en profondeur, sinon que tout s'est aggravé globalement, premièrement. Et deuxièmement, je suis frappé de voir que ce mouvement social, le grand mouvement social que nous avons connu en France il y a 3 ans maintenant, ce qu'on a appelé les Gilets jaunes, est un mouvement extrêmement populaire et très conservateur, c'est-à-dire très attaché à des choses qui sont de bon sens, de proximité, d'enracinement, de dignité humaine, d'attachement au travail, etc. C'est toutes ces valeurs-là qui étaient donc dans vous, philosophiquement, vous sentez très proche des Gilets jaunes? Ah, moi, je suis absolument proche des Gilets jaunes parce qu'ils défendent... Vous l'avez été dès le départ? Oui, dès le départ. Non, dès le départ. Donc il n'y a pas de récupération politique derrière? Oh non, j'ai jamais cherché à en faire d'ailleurs. On ne m'a pas vu sur les ronds-points ni, endossant des Gilets jaunes pour me faire prendre en photo. Non, j'ai soutenu là où j'étais. On peut vous reprocher ça justement, de ne pas être allé sur le terrain, non? Non, parce que j'ai respecté la volonté de ceux qui y manifestaient, qui ne voulaient pas avoir l'impression d'être instrumentalisés par des personnalités politiques. J'ai donc respecté cette volonté qu'ils ont exprimée très souvent. En revanche, pendant que j'étais sur les plateaux de télévision ou dans les colonnes de la presse écrite, je n'ai jamais manqué une occasion de dire toute la sympathie qu'avaient pour moi tous ces manifestants. Mais quand on fait 1,5% et qu'on a en quelque sorte échoué, pourquoi se représenter? Il y a différentes façons d'échouer. Et comme dit la formule, rien ne réussit comme l'échec et rien n'échoue comme le succès. Donc il faudrait s'entendre sur ce que veut dire échouer et réussir en l'espèce. Avant la primaire de la droite et du centre, j'étais, je crois pouvoir le dire, un parlementaire travailleur, consciencieux, très présent à l'Assemblée nationale, vice-président de la belle commission des lois, donc très engagé dans le travail parlementaire, mais les Français ne me connaissaient que très peu. Je suis allé à cette primaire parce que j'avais un projet politique à défendre, qui est sensiblement aujourd'hui le même d'ailleurs, et parce que j'ai souhaité aussi avoir une occasion de faire connaître à davantage de Français ce que je portais. Sous ce rapport, c'était un très grand succès, puisque j'ai acquis, grâce à tous ceux qui nous ont écoutés, une notoriété, et je crois pouvoir dire un crédit politique qu'auparavant je n'avais pas. Alors aujourd'hui, justement, vous vous relancez dans la bataille. C'est vrai que c'est une bataille quand même qui est à la fois très, très prenante, mais qui coûte cher aussi. Comment vous allez pouvoir financer justement cette Alors, bataille-là? vous savez, le monde change là aussi.
notre rapport à l'action politique doit changer, notre rapport à l'électeur aussi doit changer, parce que lui change son propre rapport à la chose politique. Je vois bien que les plafonds qui sont prévus par le droit français pour financer une campagne présidentielle sont grosso modo 10 millions pour le premier tour et un peu plus pour le second tour, donc un peu plus de 20 millions au total. On peut parfaitement faire une très belle campagne présidentielle sans dépenser tout cet argent-là. D'ailleurs, les Français comprennent de moins en moins qu'on dépense beaucoup d'argent pour les campagnes électorales, et ils ont raison. À quoi sert-il aujourd'hui le louer des grandes salles dans les grandes villes de France, des centaines de milliers d'euros pour une manifestation, pour y réunir 4 ou 5 000 personnes? Sans doute pas grand-chose. Les campagnes sont numériques, elles sont de terrain, de proximité. Et donc, moi, en tout cas, je mettrai un point d'honneur à ce que je ne dépense pas inutilement l'argent des gens qui nous soutiennent et du contribuable français pour faire des choses dont l'utilité ne me paraît pas complètement pertinente. Alors là, plusieurs questions en une, mais ça a coûté à peu près 30 € par voix, d'après mes chiffres, 0,7% pour le vainqueur des primaires par rapport à 8,7 millions d'électeurs la dernière fois. Donc en gros, vous allez boire la tasse en quelque sorte. Non, parce que je pense qu'on peut parfaitement faire une belle campagne présidentielle avec le relais aussi des médias qui sont plus présents que ce qu'ils ont été à l'époque. Et de toute façon, même si les médias institutionnels ne le sont pas nécessairement, il y a beaucoup d'autres façons de s'adresser aux Français qui ne coûtent pas très cher. Et on peut, avec 1,5 million ou 2 millions d'euros maintenant, faire une campagne présidentielle parfaitement correcte et parfaitement à la hauteur des exigences politiques que l'on veut porter. Mais Jean-Frédéric Poisson, ces 2 millions, en fait, sans indiscrétion, vous allez les trouver où? Ah, mais je vais demander à nos sympathisants. Vous savez, VIA, qui est le nouveau nom du Parti chrétien-démocrate, ne vit depuis 20 ans qu'avec le soutien de ses militants et de ses donateurs. Le parti politique que j'ai l'honneur de présider n'a jamais reçu 1 euro de subvention publique. Et nous sommes capables de lever des fonds, nous le faisons tous les ans parce que nous ne vivons que de cela. Nous avons déjà l'expérience d'avoir levé des fonds aussi pour la présidentielle de 2002 et pour la primaire de 2016. Donc nous savons comment il faut faire, nos sympathisants et nos militants nous soutiennent, ils nous aident. Et donc je suis parfaitement confiant du fait que nous arriverons évidemment à trouver les fonds dont nous avons besoin. Alors on le voit en Allemagne par exemple, le CDU était énorme, représente une force politique majeure. Pourquoi en France est-il si faible, ce parti démocrate chrétien? Vous avez 4 heures, que la dernière fois que j'ai entendu une question aussi vaste, le professeur qui me l'a posée me disait que j'avais 4 heures pour rendre ma copie. Mais là, nous n'avons pas 4 heures pour répondre. Il y a beaucoup de raisons. L'une d'entre elles est... Parce que la France est conservatrice, alors que le parti est faiblement représenté. Quoi. Ça, oui, non, mais ça, c'est vrai. D'abord, je pense qu'il y a une forme de désertion de la part de la droite parlementaire à avoir continué de porter les principes et les valeurs qui fondent la pensée sociale chrétienne, on va dire ça comme ça. Petit à petit, toutes les formations de droite et du centre s'en sont écartées, ont pris leur distance de manière très formelle parfois avec cette dimension. Deuxièmement, nous vivons dans un régime qui est laïciste, il n'est plus simplement laïque, c'est-à-dire il n'est plus neutre en matière de religion, il est devenu laïcard et militant anti-religieux, et donc ça a motivé d'ailleurs notre changement de nom. Lorsque un de vos confrères m'a dit sur un plateau de France Télévisions il y a une petite année avant les municipales, mais Monsieur Poisson, évidemment, vous êtes contre le fait que les musulmans présentent des listes aux élections municipales. Et je dis, pourquoi je serais contre ? Je suis pour la liberté, je n'ai rien contre personne. Au contraire, si les musulmans ont quelque chose à nous dire dans l'espace public, qu'ils viennent le dire, qu'on débatte avec eux, et si on n'est pas d'accord, qu'on le leur dise, franchement, et une fois pour toutes, ou en tout cas de manière nette. Donc la laïcité, vous ne la remettez pas en cause fondamentalement? Pas du tout, je suis très à l'aise, mais la laïcité est un concept d'origine chrétienne, il faut s'en souvenir quand même. C'est même la seule religion au monde qui a inventé cette notion, et dont l'Occident tout entier a hérité. Donc... Nous étions perçus à la fin du compte comme un parti communautariste de plus. Or, la vision que nous portons et que je veux porter devant les Français est une vision au contraire dans laquelle tout le monde a sa place. Le grand Edmond Michelet, qui est une figure de la Ve République, disait « Si un homme est exclu de la cité, je ne veux pas en faire partie non plus ». C'est ma vision de la chose politique. Alors, vous êtes né dans des quartiers sensibles, vous avez passé une grande partie de votre enfance... J'y ai grandi en tout cas, je suis né en province, en Franche-Comté, je suis très fier de mes origines. Vous avez grandi en tout cas dans les quartiers sensibles, passé une grosse partie de votre vie dans les cages d'escalier, en côtoyant donc, je ne dirais pas toute la misère du monde, mais presque. Une partie en tout cas, oui, c'est sûr. Une partie. Une jeunesse également chaotique, hein, vous étiez assez bagarreur, vous êtes toujours musclé et costaud. Il faut se battre, hein, je pense, dans l'hémicycle de l'Assemblée. C'est vrai. Vous étiez un mauvais élève. Et puis, tout d'un coup, il y a une sorte de révélation. Donc, vous avez cru, vous avez vu, vous avez connu. Dieu est venu en vous.
Et il y a eu cette révélation divine en quelque sorte. C'est ça. Et là, tout d'un coup, donc, le loup est devenu agneau en quelque sorte. Oui, ça n'est pas tout à fait aussi instantané que ça. Mais vous avez raison de dire que j'ai découvert à quelques mois d'intervalle dans mon existence la philosophie et l'amour de Dieu. Ça a transformé ma vie. Je ne peux plus vivre aujourd'hui ni sans la première, ni sans le second. J'essaie d'y être fidèle comme je peux. C'est la condition humaine est une chose difficile, bien entendu, et nous avons tous les nôtres, moi compris. Mais ce qui est certain, c'est que ça a renforcé les choses qui étaient positives dans ma vision du monde de l'époque. J'étais un très jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture en banlieue nord de Paris. J'avais 19 ans quand j'ai exercé cette responsabilité. Donc moi, je suis un pur produit du socio-cul, comme on dit dans les gazettes, le monde socio-culturel. J'ai passé ma vie d'étudiant à essayer d'organiser des ateliers de soutien scolaire, des cours d'alphabétisation. J'ai monté des ateliers d'insertion avec la commune de l'époque. Enfin voilà, à quoi j'ai passé une partie de mon temps, pris la responsabilité de colonies de vacances pour les enfants défavorisés. Enfin voilà ce que je faisais quand j'étais jeune. Et ma conversion n'a fait qu'accentuer chez moi cette orientation qui était inscrite d'une certaine manière dans mes gènes. Donc c'est la philosophie qui vous a amené à la religion, qui vous a amené finalement à la politique, quoi. Alors, pas tout de suite. J'ai d'abord enseigné un peu, suffisamment pour que l'histoire de la pédagogie n'en retienne absolument aucune espèce de donnée, ni de trace, à part mes élèves qui me remercient encore aujourd'hui de ce que j'ai pu faire pour eux. En tant que prof de philosophie, oui. J'ai fait une carrière aussi dans les ressources humaines dans l'entreprise, ça m'a passionné vraiment, puis j'ai découvert la politique par hasard, il y a un quart de siècle. J'ai commencé à travailler avec Christine Boutin sur des sujets qui me sont chers, qui ont été d'ailleurs le sujet de ma thèse de doctorat, c'est-à-dire des questions de dignité humaine, de bioéthique et de traitement de l'homme par la science, au fond. Voilà quel a été mon chemin. Je suis rentré donc en politique un peu par hasard pour quelques semaines, puisque c'était le contrat initial. Et puis j'y suis depuis 25 ans et je ne l'ai pas changé. Donc j'y suis resté parce que c'est une école d'humanité formidable, une école d'humilité et de patience, comme il n'y en a pas beaucoup, en tout cas c'est celle qui me convient. Alors vous avez cette vision philosophique qui vous habite, on le voit à travers votre discours, qui est vraiment empli de philosophie à travers toutes les références qui sont les vôtres. Alors moi, il y a une référence que j'aime bien philosophique, c'est celle d'Épictète, qui dit ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui se passe ne dépend plus de nous. On n'a plus la main, disons, sur ce qui se passe. On est complètement dépassé aujourd'hui par les événements. Un truc rarissime dans l'histoire de l'humanité. Comment vous voyez ça, vous, avec votre recul et votre regard philosophique ? Je pense que la maîtrise des événements par l'homme a toujours été une illusion. Toujours. Et d'ailleurs, le stoïcisme auquel vous faites référence en parlant d'Épictète, cette espèce de sagesse essentielle qui effectivement apprend à s'occuper de ce qui dépend de nous et puis à laisser le reste au cours des choses, c'est une forme de sagesse très en retenue au fond qui est parfaitement conforme à ce que je pense de la condition humaine. Maintenant, le dépassement auquel nous sommes confrontés, et cette crise quand on est un simple citoyen comme vous et comme moi et comme tous ceux qui nous écoutent et beaucoup de Français, ces espèces de choses qui nous tombent sur le coin de la tête, on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre ça. Je crois qu'il y a un excès dans l'illusion de maîtriser les événements comme dans l'illusion qui pourrait nous faire penser qu'on est impuissant face à eux. Les deux sont des attitudes excessives. Elles s'expliquent, il n'y a pas de culpabilité derrière ça, il y a simplement de dire faisons pour de vrai l'exercice de regarder ce qu'on peut maîtriser en l'espèce. Un peuple peut toujours maîtriser la reprise en main de son propre destin. Il suffit qu'il le veuille. Et il suffit qu'il soit encouragé par des personnes qui ont confiance en lui. Or, ce que nous vivons, le drame que nous vivons aujourd'hui, et on l'a encore vu avec la conférence de presse de notre pauvre Premier ministre hier soir, c'est qu'il y a une défiance terrible, terrible, dans la capacité des Français à surmonter avec leur propre force, d'une certaine façon, cette crise sanitaire qui est très exagérée de mon point de vue, mais qui existe quand même. Et c'est ça que les Français ressentent au fond, de la même manière qu'ils ressentaient le mépris et l'arrogance du macronisme depuis le début de ce mandat, qui ne font que s'amplifier pendant cette crise sanitaire. Moi, je crois que les Français, j'ai vu dans mes 25 ans de mandat local, dans les activités que j'ai pu déployer, dans le monde associatif, dans l'enseignement supérieur et dans d'autres domaines de ma vie professionnelle, je sais l'inventivité dont les Français sont capables, je sais l'énergie qui se déploie dans tout le tissu associatif, je vois la présence extraordinaire des élus locaux auprès de leurs citoyens dans les villages les plus reculés de France et de Navarre. Donnons les clés à ces personnes-là. Elles savent comment il faut traiter ça. Et arrêtons de considérer que ce sont des enfants qu'il faut dire, voilà. Donc ça, les Français l'ont en main. Ils pensent qu'ils ne l'ont pas. Et je pense que c'est l'erreur qui est faite par beaucoup d'entre nous et par une grande partie de nos concitoyens. Vous avez
vous tenez dans vos mains la capacité de reprendre votre destin en main. Il suffit que vous le décidiez, ça s'appelle le vote. Et c'est pour ça que la campagne qui s'ouvre maintenant est si importante pour nous tous. Donc, d'après vous, le salut viendra par le vote. Mais quand on voit que les votes, en tout cas en prenant l'exemple des États-Unis, notamment à travers les votes électroniques, sont pipés, là, aujourd'hui, il y a très peu de votes électroniques en France et le vote par correspondance n'est pas permis. Et vous ne pensez pas que ça va être instauré, ça? J'espère que non, parce que... Vous ne voyez pas venir gros comme une maison, ce coup-là? Ça commence à circuler, non? À filtrer, c'est ça, oui, ça commence à filtrer un peu. Et donc? C'est vrai, il faut le craindre. Il faut le craindre. Et si effectivement nous avons toujours interdit, il y a eu des tentatives tout le temps. Le vote par correspondance n'est pas permis, pour les élections qui déterminent des responsabilités politiques. Il est possible, quand vous élisez vos représentants des parents d'élèves ou vos représentants syndicaux, là vous pouvez voter par correspondance. Dès qu'il s'agit de mandats délibératifs et d'assemblées délibérantes en droit français, c'est impossible. La procuration existe, elle a été considérablement assouplie, c'est très bien ainsi. Restons-en là et n'allons pas plus loin. Quant au vote électronique, il est testé dans quelques bureaux de vote ou dans quelques communes en France seulement. J'ai pas l'impression que ça soit un très grand succès jusqu'ici, donc il m'étonnerait qu'en un an, c'est très court, en un an on ait la possibilité de changer les dispositions actuelles. Mais si vous dites que le seul levier possible aujourd'hui de la mobilisation personnelle, c'est à travers le vote, et que ce vote risque d'être c'est pas la seule. Alors c'est quoi d'autre? Parce qu'on n'en voit pas d'autres. On est sollicité à longueur de journée pour dire qu'est-ce qu'on peut faire finalement? De la désobéissance civile, monsieur. La désobéissance civile. Mais bien sûr. Alors, vous avez peut-être, vous, les moyens avec vos 2 millions d'euros, mais Madame Michu qui est dans la rue, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va se prendre une contravention à 130 euros parce qu'elle ne met pas de masque? Elle peut soutenir son restaurateur qui ouvre au coin de la rue, qui a décidé de rouvrir le 1er février prochain en allant manger chez lui. Et moi, je soutiens énergiquement les restaurateurs qui décident de rouvrir malgré l'interdiction. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir pour des raisons qui sont fallacieuses. Morts, hein. Ils ne sont pas en train, ils sont déjà morts. Pas tous. Enfin, en tout cas, ceux qui sont encore vivants sont en très très grand danger. Et chaque jour qui passe ne fait qu'accroître ce danger et le risque pour eux. Nous sommes donc en réalité dans une situation qui frôle de très près, pour ne pas dire qu'on a la moitié d'un pied dedans, le cadre dans lequel la désobéissance civile devient légitime, c'est-à-dire une forme d'oppression qui s'exerce sur les citoyens français sans raison sanitaire proportionnée, quoi qu'en dise le Conseil d'État et toutes les instances qui en décident, et donc il est légitime désormais, comme j'ai entendu les restaurateurs le faire, mais allez-y, et moi en tout cas j'irai déjeuner et dîner chez les restaurateurs qui rouvriront, parce que ça n'est plus supportable. Donc chacun de nous détient cette parcelle de pouvoir. Chacun de nous, les chrétiens l'ont fait, et les croyants l'ont fait, quand on leur a dit c'est 30 personnes par office. Allez vous faire voir, on ira, on respectera les règles sanitaires, et si vous voulez venir nous mettre des amendes à l'intérieur de nos églises, de nos temples, de nos mosquées, de nos synagogues, venez donc, et puis on rigolera bien, vous les mettrez, vos amendes, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Donc il y a un moment où il faut prendre cette décision de se dire, voilà, nous citoyens, nous devons protester énergiquement contre ce qui est une injustice majuscule, comme dirait l'autre, c'est-à-dire, qu'y a-t-il de cohérent dans cette politique sanitaire? Rien. Qu'y a-t-il de vraiment de vraiment thérapeutique dans cette politique sanitaire? Il n'y a rien. On nous explique qu'on confine, on couvre-feu et on vaccine. Ça guérit personne. On devrait laisser la liberté aux gens. On est toujours au même stade, là, soigner. aujourd'hui, qu'il y a un an. Et ça continuera. Et ce troisième couvre-feu, le troisième confinement qui s'annonce ne va faire que pour préparer le quatrième et le cinquième et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, nous n'avons pas de liberté. Nos capacités de décision, de rencontre, de débat, même de relations affectives, sociales, culturelles, tout ça s'étiole. Et alors, on va subir ça jusqu'à quand? Donc, il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Et je suis heureux de voir que ces jours-ci, par le biais d'un certain nombre de médecins, de personnels soignants, le collectif Laissons-les prescrire, avec d'autres personnes, sont en train de se réunir pour dire maintenant, ça suffit. Il va falloir que ça s'arrête. Donc, pourvu que ça arrive vite. J'ai une impatience terrible par rapport à ça. Je soutiens énergiquement ce mouvement. C'est vrai que vous êtes le président de ce parti, donc chrétien-démocrate. On voit VIA. Il s'appelle VIA maintenant. VIA, pardon. Et c'est vrai aussi que les chrétiens aujourd'hui sont complètement à la ramasse. On a l'impression qu'ils sont complètement inféodés au pouvoir, inféodés à ses décisions, qu'ils ne montent pas au créneau comme l'aurait fait le Christ en sa période. J'ai l'impression d'être chrétien et j'ai pas l'impression d'être inféodé, pour tout vous dire. Que un certain nombre d'instances ou certains acteurs ou une partie de la hiérarchie le soit, c'est possible. J'ai pas le sentiment que le peuple chrétien soit si inféodé que ça, que le peuple français le soit tant que ça non plus. Simplement, la stratégie de la peur a fonctionné. Elle fonctionne très bien.
Et c'était délibéré du reste. Et donc, personne n'a envie d'être malade, personne n'a envie de contaminer son entourage, personne n'a envie de passer même une semaine au fond de son lit souffreteux, une grosse fébrile, majorité etc. quand même de chrétiens vont se faire vacciner. Notamment le pape les a encouragés très fortement en disant que ceux qui ne se faisaient pas vacciner étaient carrément des hérétiques dans ce monde-là. Non, il n'a pas employé ce mot-là, mais presque. Il n'a pas dit ça, et heureusement qu'il ne l'a pas fait. Voilà, je constate, moi, que, en tout cas, je vois beaucoup de chrétiens qui ont manifesté de manière extrêmement énergique contre la privation de liberté que nous souffrons tous. J'ai été moi-même, avec d'autres, mais le seul parti politique, en tout cas, à attaquer de manière régulière tous les décrets privatifs de liberté que le gouvernement a pris depuis quelques mois. Donc, non, le peuple chrétien n'est pas si endormi que ce que vous semblez craindre. Alors tant mieux. Dans le milieu politique, c'est vrai qu'on a l'impression que l'union fait la force. C'était du reste une de vos devises. Aujourd'hui, vous êtes un peu solitaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à travers votre candidature, vous risquez de pénaliser l'opposition dans son ensemble ? Oh mon Dieu, de quelle opposition parlez-vous ? Je ne sais pas où elle est, cette opposition. Je cherche désespérément et je ne la trouve pas. Et comment expliquez-vous justement que vous ne la trouvez pas ? Ah, mais je crois que il y a une forme de prégnance du modèle néolibéral dominant qui a conquis petit à petit les esprits, y compris les esprits de ceux qui devraient être les champions de la droite conservatrice, qui est encore positionnée géographiquement à droite, mais qui n'est plus conservatrice depuis longtemps. Vous savez, juste après les élections législatives, les Républicains ont lancé une réflexion interne de leur mouvement, d'ailleurs bien faite. Un document a été publié en septembre 2017 et dans la première page de ce document, l'introduction disait « Les Républicains ne sont pas un mouvement conservateur ». Point terminé. Donc le reste du document ne disait pas tout à fait ça, mais l'affichage politique, en tout cas voulu par les responsables du mouvement, c'est ça. Donc il faut en prendre acte. Quand 3/4 des députés du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale s'abstiennent au moment du premier discours de politique générale d'Édouard Philippe, quand il vient présenter sa politique à l'Assemblée nationale, les 3/4 s'abstiennent. Ça veut donc dire qu'ils ne s'opposent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition. C'est parce que finalement, quand une partie de vos confrères explique que la droite ne râle pas parce qu'elle ferait ce que Emmanuel Macron fait depuis qu'il est au pouvoir, ça n'est pas vrai. Mais deuxièmement, c'est tellement confortable qu'on dit, bon voilà. Donc non, il n'y a pas de risque de fracturation de l'opposition, premièrement. Et deuxièmement, j'ai comme dans ma responsabilité, dans mon projet, évidemment, l'ambition et la volonté de rassembler, de fédérer autour de ce projet de candidature et au-delà de la candidature, de ce programme commun de gouvernement. Je vise l'élaboration d'un programme commun de gouvernement pour battre le macronisme en 2022. Je crois que c'est une urgence nationale. Je ne serai pas tout seul à porter ce programme commun, précisément parce qu'il est commun. C'est ma responsabilité de le faire émerger comme tel. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ratisse large, très large, de plus en plus large. C'est ce que vous dites à travers... Ça s'arrête avant moi. Le constat, à travers ce schéma dans lequel il est de mondialisation à outrance. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à cela et qu'il n'a pas un boulevard finalement devant lui pour l'élection présidentielle aujourd'hui ? Je crois qu'il y a plusieurs limites. Il y a d'abord, on tirera le bilan du quinquennat. Avec ou sans la crise sanitaire, parce que même avant la crise sanitaire, vous reconnaissez avec moi que c'était tout de même pas glorieux. On se rendra compte que nous vivons depuis 3 années et demie maintenant, bientôt 4, sous le règne du mensonge permanent, de la manipulation à outrance, des effets de communication à plus savoir où les mettre, et je vous mets au défi de trouver une mesure concrète, utile pour le peuple français, prise depuis 3 ans et demi. Une seule. Donnez-moi une seule. Moi, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché, comme l'universitaire que je suis. Les philosophes, dit-on méchamment parfois, ne savent faire que 2 choses, c'est lire et écrire. Donc j'ai lu, j'ai pas trouvé. Et dites-moi, le sort de qui d'entre nous s'est amélioré depuis 3 ans et demi ? Dites-moi, où la France a-t-elle retrouvé dans le concert international une place plus enviable que celle qui était la sienne en mai 2017 ? Nulle part. Ce quinquennat est un échec total. Si une chose ou 2 choses ont augmenté, 1, la dette que nous laisserons aux générations futures. Et je suis d'une infinie tristesse pour la génération qui nous suit, les jeunes qui ont 20, 25, 30 ans aujourd'hui. J'aimerais bien transmettre quelque chose qui soit plus brillant quand ils arriveront aux responsabilités. Et deuxièmement, notre dépendance à l'égard des pays extérieurs. Donc en fait, ce bilan-là, nous le tirerons. Et le macronisme s'arrêtera si jamais nous sommes d'accord pour dire ça n'est plus possible. Cette orientation-là qui est prise, où on bazarde les êtres humains, on se contrefiche de la façon dont ils travaillent, où on peut maintenant acheter des bébés sur Internet de manière ce qui va être soutenu par la loi dans quelques jours. Tout ça, ça va s'arrêter quand ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Mais réponse, quand les Français le décideront. Et il faudra dire la vérité de ce qu'aura été ce quinquennat infernal pour le peuple français et pour la France.
Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a quand même des perspectives. Est-ce qu'on peut parler aussi, c'est une question que je voulais vous poser, de dictature d'après vous aujourd'hui? Est-ce que vous emploieriez ce mot-là? Alors, moi, j'avais employé, peut-être avec d'autres, dès le début du quinquennat, le mot de démocrature, cette espèce d'état intermédiaire dans lequel il existe encore des institutions. On peut encore élire son maire en France sans être empêché. C'est ce que les Français d'ailleurs ont fait en juin dernier dans les 36 000 ou 34 000 communes de France. Mais ont-ils encore un pouvoir, les maires, aujourd'hui? Ils en ont. Ils en ont. Oui, ils en réellement. ont. Oui, ils en ont. Ils en ont. Alors, pourvu qu'ils l'utilisent, premièrement, et deuxièmement, il faut de temps en temps aller se bagarrer un peu avec l'État dans le département pour l'exercer. Mais ce pouvoir, il est moins important que ce qu'il fut, mais il existe encore. Il est insuffisant. Ça fait partie des réformes que je souhaite engager, mais bon. Sur le reste, ce qui est vrai, c'est que la conjonction d'un affaiblissement terrible des institutions démocratiques françaises, l'affaiblissement, pour ne pas dire l'effondrement du Parlement en tant qu'institution, particulièrement comme instance de contrôle de l'exécutif, n'existe plus. L'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée et le Sénat, bien sûr. C'est un peu moins vrai du Sénat que de l'Assemblée nationale, mais malheureusement, c'est quand même l'Assemblée nationale qui donne le ton, c'est l'esprit de nos institutions. Ce qu'on voit sur la censure qui va à toute vitesse et la collusion qu'il y a entre le pouvoir exécutif en place et ce que font les big tech en termes de contrôle de l'information devient insupportable. Et je pense qu'ils ont franchi. Mainstream aussi, hein. Ils ont franchi avec Trump, je pense, la marche qu'il ne fallait pas franchir. C'est trop gros cette fois-ci. Et puis, vous voyez, cette décision symbolique de dire on va désigner 35 personnes pour faire le contrôle de la politique vaccinale. Moi, j'ai une idée à soumettre à Emmanuel Macron, qui est d'élire au suffrage universel 577 personnes, une par circonscription. On leur donnerait un pouvoir de contrôle de l'exécutif, ça s'appellerait l'Assemblée nationale, et ils pourraient faire un travail de contrôle intéressant, exigeant, parce que le Parlement, quand il travaille, le fait de manière utile, malheureusement. Donc pour vous, le pouvoir aux citoyens Le pouvoir aux citoyens et le respect des institutions et de l'équilibre institutionnel. Nous sommes un grand pays aussi à cause de ça. Alors, je voudrais vous poser également une question d'actualité. Là, on vient d'apprendre par le Figaro, en tout cas hier, que maintenant, on allait descendre le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans pour les enfants, avec un variant qui paraît de plus en plus contagieux, notamment pour les enfants. Ah, le dépistage de la Covid, oui. Oui, de la Covid. Le variant plus contagieux chez les enfants, même s'il est moins dangereux, visiblement, en tout cas, c'est ce que nous disent les professeurs de médecine qui viennent ici. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de prendre les enfants quelque part en otage? Mais, votre réponse, la réponse à votre question est contenue dans la question, comme dirait l'autre. Cette manière d'instrumentaliser ces enfants est insupportable. Je me souviens d'avoir lu il n'y a pas très longtemps une étude qui expliquait que sur des centaines de milliers de cas d'enfants scolarisables en maternelle et dans les petites classes de l'école primaire, je crois qu'il y avait un cas ou deux, de contagion grave et de... autant dire qu'il n'y en a pas. Bon. Donc c'est toujours pareil. Pour une maladie qui tue trop de gens, en admettant que c'est le Covid qui tue les gens, on n'en sait rien puisqu'il n'y a pas d'autopsie. J'ai entendu l'autre jour sur une chaîne anglaise un médecin légiste, une Autrichienne je crois, qui expliquait son métier, qui disait personne ne meurt de la Covid. Les gens meurent des complications qui sont dues à la Covid. Donc, mais vous ne mourrez pas de... Avec la Covid, mais pas dû. Pas à cause de... Donc, on n'en sait rien. Quand on vous dit qu'il y a 60 000 morts non. En fait, on ne sait pas. Il y a des milliers de cas positifs supplémentaires hier. Qu'est-ce que ça veut dire positif? Ça veut dire que vous ne vous rendrez jamais compte et vous passerez votre vie avec jusqu'à... Il faut vous réanimer dans les 2 heures qui viennent, sinon vous mourrez entre les deux. Bon, donc on n'en sait rien. Et... avec ces chiffres qui sont truqués, je le lis très, très, très clairement, d'ailleurs Olivier Véran lui-même l'a reconnu devant l'Assemblée nationale, avec ces chiffres truqués, on prend des décisions de santé publique qui sont hallucinantes, aberrantes. Ça ne correspond à rien, sinon que ça permet de continuer d'entretenir le phénomène qui permet au pouvoir de tenir, c'est-à-dire celui de la peur. La seule chose qui marche en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration du pouvoir exécutif dans un petit nombre de mains qui ne rend plus compte à personne, et c'est possible parce qu'il a engagé une stratégie de la peur dont le contrôle sanitaire est un moyen. Autrement dit, et pour le dire de manière très claire, nous sommes affaire à une bande de cyniques qui se contrefoutent de la santé des gens et qui veulent, quoi qu'il arrive, rester aux affaires et profiter du pouvoir. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi c'est difficile de faire cette hypothèse pour le peuple français. Alors on a connu des gens qui ont profité d'eux, très bien, mais pas à ce point, jamais. Jamais à ce point. C'est tellement nouveau que, quand je dis ça tombe de mes compatriotes, ils me disent non, là, quand même, M. Poisson, vous exagérez. Mais regardez, à qui profite tout ça? Pas à nous.
Qui guérit de la Covid? Personne n'est soigné, comme vous voulez qu'on guérisse. De qui le vaccin va-t-il protéger? Qui le vaccin va-t-il protéger de cette maladie? On n'en sait rien, puisqu'on ne sait rien du vaccin. Donc, prenez les choses, pas dans la colonne mainstream de ce qu'on vous raconte tous les jours. Essayez de prendre un peu de distance par rapport à ce discours-là. Regardez l'architecture des arguments. Le philosophe que je suis fait ça depuis 40 ans de sa vie, donc c'est pour moi un exercice presque naturel, mais tout le monde peut faire cet exercice. Voilà, et qu'est-ce qu'on conclut sinon que le vrai gagnant, c'est ce pouvoir exécutif qui aimerait bien pouvoir tenir ce régime de confinement jusqu'à l'élection présidentielle, ce qui priverait les Français de la campagne présidentielle, sans doute une des plus importantes de l'histoire récente. On l'aura compris à travers tout votre discours. Merci d'être venu. Vous n'allez pas vous faire vacciner. Vous n'allez pas vous faire vacciner, vous? Non, en tout cas certainement pas tout de suite. J'ai été vacciné comme tout le monde, y compris pour aller à l'étranger, etc. J'ai rien contre le principe même du vaccin, mais cela présente des garanties plus que douteuses et une efficacité qui reste encore à démontrer. Oui, vous devez en savoir quelque chose dans la matière. En tout cas, merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Si vous aviez un rêve aujourd'hui, ce serait quoi? Le fait de restaurer, de contribuer et de restaurer la confiance du peuple français dans ses propres capacités à prendre son destin en main et la confiance dans ses institutions qui sont très grandes et très belles. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis en nombre, j'imagine, concernant cette émission. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, savoir comment vous avez trouvé donc, mon invité Jean-Frédéric Poisson, son mouvement, s'il a des chances, d'après vous, d'être élu président de la République un jour. À très bientôt pour une nouvelle émission du Défi de la vérité sur France Soir. À bientôt, au revoir.